Bonjour et bienvenue à tous, je suis Anthony Gonnet-Vanporte et vous êtes sur le podcast de No Limit. Aujourd'hui, je reçois Julie Koum. Elle est spécialisée dans la création de contenu sur Internet et le SEO. Avec elle, nous allons parler du fonctionnement des moteurs de recherche, comment référencer son site efficacement pour sortir définitivement de l'ombre sur Internet. Elle nous partagera sa vision holistique qu'elle met en place pour définir stratégiquement ses interventions auprès de ses clients. Nous échangerons aussi sur le SEO vocal pour faire un tour sur les timestamps dans les vidéos YouTube et comment ceux-ci peuvent vous aider à améliorer votre position sur YouTube. Nous évoquerons 5 étapes clés à mettre en place au sein de votre site internet pour lui faire gagner quelques positions. Elle nous donne aussi tous les outils SEO qu'elle utilise dans son cœur d'activité. Et enfin, nous vulgariserons la création de contenu, comment avoir confiance en soi. Et enfin, nous finirons avec la question secrète que vous commencez désormais à connaître sur le podcast. N'oubliez pas que le groupe Telegram est toujours ouvert et que vous pouvez nous rejoindre en vous rendant sur le site internet nolimitinc.com. Il est dédié à tous les entrepreneurs qui veulent démarrer ou lancer une activité sur Internet et il vous permettra de trouver toutes les clés nécessaires pour le faire correctement. Sans plus attendre, allons-y. Bonjour à tous, bonjour Julie. Bonjour Anthony. Bon, on va reprendre parce qu'on a eu une coupure à la fois d'Internet ou du navigateur. Mais les aléas du direct. Voilà, c'est les aléas du direct. Alors, aujourd'hui, je suis avec Julie qui est spécialisée dans un domaine qu'elle va vous présenter. C'est un plaisir de la recevoir parce que on se connaît déjà depuis un petit moment et on échange ensemble depuis quelques temps déjà. Et écoute, Julie, je te laisse te présenter à nos auditeurs qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quelle est ta passion, tes activités, et puis voilà, peut-être tes voyages aussi, pourquoi pas. Ok, avec plaisir. Bonsoir Anthony, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui et donc comme vous disiez Anthony, ça fait un petit moment qu'on échange tous les deux et donc ravie de répondre à ces questions parce que c'est une personnalité que je suis et son travail m'intéresse, donc vraiment très content d'être là. Et pour me présenter, donc je suis Julie, j'ai 34 ans, je viens du sud-est de la France. Et je dirige aujourd'hui une agence de créateurs de contenu que j'ai montée il y a fraîchement 2 ans. Et c'est parti, l'histoire assez marrante, c'est que c'est parti de rien, où j'étais freelance, petite rédactrice en side project qui s'est transformée par la suite. Et l'anecdote aussi assez marrante par rapport à ça, c'est que j'étais pas du tout prédestinée à faire ça parce que ce choix, il a été le fruit d'une réflexion et introspection liée à plusieurs voyages et dont un tour du monde que j'ai fait réaliser symboliquement à mes 30 ans parce que j'ai eu cette crise de la trentaine où j'ai tout plaqué. Et tu t'es mis au surf. Pour le surf, voilà, c'est ça. Pour le surf, qui est une de mes passions et avec l'écriture et qui est donc centrale à ma vie aujourd'hui et qui conditionne et qui influence beaucoup de mes choix, aussi bien en termes d'organisation du travail que de localisation, que de personnes avec qui je travaille, avec qui je partage certaines valeurs, etc. Donc voilà, je sais pas si c'est suffisant. C'est une bonne intro. Non, c'est une bonne intro. Okay. Et du coup, tu travailles, enfin, après les 30 ans, quand tu as eu passé ce cap, parce que j'imagine que comme les personnes qui ont passé les 30 ans, tu te dis, ouh, ça va un peu vite. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Donc, tu as ton agence de création de contenu. Est-ce que tu peux présenter, par exemple, en quoi consiste la création de contenu sur Internet et surtout, qu'est-ce que le SEO, même si j'imagine que beaucoup de personnes maintenant savent quand même ce que c'est le SEO. Surtout sur ce podcast, à force de l'écouter, je pense que les gens connaissent, mais au cas où. Oui, bien sûr. Donc en effet, mon agence en fait, elle propose de la création de contenu à travers différents secteurs, dans différents domaines par exemple, et donc tout ça toujours sous le prisme du SEO. Et donc le SEO, je vais l'expliquer très simplement, enfin du moins je vais essayer de le faire le plus simplement possible. SEO, donc ça vient de l'acronyme qui vient de la formulation anglaise qui
dit Search Engine Optimization, et donc qui veut littéralement dire l'optimisation des moteurs de recherche. Et le moteur de recherche aujourd'hui, si on fait au plus simple et au plus concret, c'est Google. C'est le moteur de recherche que l'on utilise le plus, que les utilisateurs d'Internet utilisent le plus aujourd'hui. Et pour la petite histoire, Google, c'est un algorithme qui a été créé et qui aujourd'hui fait en sorte de propulser à des rangs différents, à des places différentes, des sites et des pages qui sont contenues par ces sites. Et donc le SEO, c'est la science qui nous permet, dans le monde d'aujourd'hui surchargé d'informations et ultra concurrentiel, et où vraiment il y a de tout à boire et à manger, parfois même des informations dangereuses. Il est important de connaître les bons outils pour se démarquer et proposer au monde sa propre vision, ses messages, ses produits, ses services, etc. Et pour cela, ce que je vise pour mes clients, sans jamais le promettre, parce qu'il y a une réelle importance dans l'engagement que je prends auprès de mes clients, c'est que je mets tout en œuvre pour obtenir les meilleurs résultats possibles, c'est-à-dire je vise toujours la page numéro 1 et forcément les résultats la première place, mais je ne peux jamais le garantir parce que pour la simple et bonne raison que tout ce qui fait que vous allez être en première position, c'est une liste que personne ne détient sauf les gens de chez Google. Donc voilà. Je sais pas si c'est clair pour si je peux peut-être apporter plus de détails si tu penses que c'est nécessaire. Ouais, je vais juste ajouter l'élément qu'on avait dit au tout début avant que on ait cette coupure du premier enregistrement, c'est que en fait le métier qu'a Julie, ça ne consiste pas à vous positionner tout le temps en première page. C'est pas quasiment irréalisable, mais disons qu'elle va mettre toutes les chances de son côté dans la création de son contenu pour que vous puissiez apparaître beaucoup plus facilement sur les moteurs de recherche. Mais faire une promesse de vous mettre en position tout en haut sur Google, c'est impossible de le promettre, tout simplement parce que, comme elle le disait, ça requiert énormément de choses, que ce soit au niveau d'algorithme, au niveau de la construction du site, des images qu'on apporte aussi à l'intérieur du site internet, et une agence qui pourrait vous promettre ça, soit elle a un secret qu'on n'a pas, soit vous vous ferez une idée vous par vous-même, mais en tout cas ça relèverait beaucoup de la chance. Et donc voilà. Moi j'aurais des doutes en effet sur ce type d'engagement, j'aurais des doutes parce que comme tu le dis si bien, le SEO et les résultats qu'on peut obtenir, c'est issu forcément d'une vision globale et d'une vision complètement holistique en fait. Ah oui, c'est vrai. Que à travers le prisme du contenu, moi, je peux influencer et largement influencer, en effet, parce que créer des bons contenus, les mettre en place, les mettre en avant, véhiculer, s'appuyer dessus pour créer de l'engagement, etc. C'est clairement un des leviers les plus forts pour attirer du trafic. En revanche, il y a toute la partie technique de son site, en fait, le code pur et dur, où là, j'ai aucune expertise là-dessus, sauf des connaissances qui font que ça fait plus de 10 ans que j'interviens dans ce secteur, donc forcément, je peux avoir des avis là-dessus. Mais ça, j'aurais beau faire du contenu de la meilleure qualité qui se doit, si le site n'est pas propre, je vais entre guillemets galérer pour mettre un site en première position qu'à travers le prisme du contenu, quoi. Ça c'est important de le préciser, ouais. J'aimerais juste relever ce point-là. Est-ce qu'un site internet, de manière générale, quand tu le reçois, il est dans un état tel que tu te dis « Waouh, comment je vais faire ?» parce que j'ai, 250 articles par exemple à remettre proprement. Est-ce que ça c'est déjà arrivé? Et si oui, comment tu fais en fait? Oui, c'est déjà arrivé. Arrivé. Ce que je fais, c'est que moi, je fais intervenant sous le prisme de la création, enfin du contenu. Ah oui. Okay. Déjà, j'en discute avec mon client. En gros, pourquoi est-ce que tu veux faire du contenu? Si tu veux faire du contenu pour juste engager et animer la communauté que tu as déjà sans forcément une logique une grosse logique, une grosse recherche de trafic,
Bon, ben dans ce cas-là, ok. Moi, je vais peut-être te donner des clés pour optimiser un peu ce qui a été fait. Mais si tes objectifs ne sont pas très hauts en termes de trafic, il y a pas de problème. Nous, on part sur du contenu. Je peux partir de ce socle-là. En revanche, à l'inverse, si pour mon client les objectifs de résultats sont très importants, dans ce cas-là, moi, je passe par automatiquement un audit SEO et un audit de contenu. Et dans ce cas-là, la création de contenu est dépriorisée. S'il y a des chantiers pour mettre au propre un site, je fais appel à mes partenaires qui sont des experts SEO techniques, des experts. Enfin, moi je le suis, mais du coup je travaille avec une équipe dans mon agence de ressources fidèle avec qui je travaille depuis plusieurs années. Où là, on va mettre au propre l'ensemble des contenus. Parce que le SEO c'est deux volets principaux si je devais assez sommairement catégoriser les choses. Il y a le fond, donc là c'est le contenu en lui-même, c'est ce qu'on va dire, comment on va le dire, quels sont les messages importants de sa marque, quel ton, quel style, etc. Mais il y a la forme, et la forme, c'est bête et méchant, mais c'est des balises titres, du H1, du H2, du H3. C'est des balises alt, ce qui fait que quand le robot va passer sur votre site, le robot Google va passer sur votre site et va voir qu'il y a une image. Si vous n'avez pas mis de balise alt, on peut pas savoir que c'est Anthony, je sais pas moi, qui parle des crypto-monnaies, etc. Si j'ai pas tagué cette image, le robot Google ne peut pas l'identifier et ne peut pas donc catégoriser votre site à la bonne place, dans la bonne catégorie, qui fait que votre site a une légitimité d'être référencé. Tu vois, c'est une bonne introduction pour ma question qui est comment ça marche et quel est le principe, on va dire, de tout ça. Si tu peux juste faire une petite liste vraiment de comment ça fonctionne. Au plus simple, tu vois. Imaginons qu'il y a des débutants ou quoi que ce soit, tu vois, même si j'imagine que c'est pas le cas, mais au cas où, comment ça fonctionne vraiment? Quoi donc? Alors, quand tu rédiges, par exemple, on va juste se baser, par exemple, sur un article que tu rédiges. Comment tu le rédiges pour te dire, ok, c'est un article qui sera potentiellement référencé. Voilà. Je sais pas si tu peux vraiment donner une liste, mais imaginons une explication de comment tu t'y prendrais. Alors, c'est assez difficile de répondre à ta question, mais je vais essayer. Ou tu peux la reformuler si jamais tu as une meilleure approche, c'est avec plaisir. Alors, laisse-moi juste prendre un laps de réflexion. Ouais, un petit laps de réflexion juste pour savoir comment je vais mieux te présenter les choses. En gros, aujourd'hui, si je travaille avec quelqu'un pour créer du contenu qui sera donc qui a pour objectif d'être visible, ce que je vais faire avec mon client, c'est je vais déjà commencer par définir une stratégie éditoriale. D'accord. En gros, je vais dire, je vais passer du temps avec lui pour comprendre ce qu'il fait. Okay. Et du coup, en ayant une parfaite connaissance des spécificités de son métier, de ses produits, de ses services et même de sa personnalité, je vais comprendre en fait ce qui va le caractériser. Et du coup, en analysant la concurrence par rapport à son secteur, je vais forcément comprendre ce qui fait de mieux que les autres. Ok. Tu sais à peu près ce que ça peut être? Des points qui peuvent être plus ou moins importants? Ça dépend vraiment du secteur d'activité, tu vois. Je vais te citer des exemples de mes clients. J'ai un tout petit client avec qui je travaille sur du local, c'est du référencement local, qui lui, et bon, c'est plus un coup de main que je lui donne, et vraiment ça me fait vraiment plaisir de le faire. Je l'aide à se référencer sur pour son business de location de planches de surf dans le Pays Basque. Par exemple. La passion. Entre autres. Ouais. Et donc, pour lui,
lui, en fait, en analysant en comprenant son business et en comprenant son produit, j'ai découvert qu'il avait quelque chose qui faisait carrément mieux que les autres. C'était qu'il proposait un service de location de planches qui sillonne tout le Pays Basque et les Landes pour proposer à son client, aux gens qui viennent visiter le Pays Basque, une expérience surf clé en main, avec une livraison d'une planche de surf, avec la combi, la cagoule, les chaussons, directement sur le spot. Et qu'il y a très peu de personnes qui font ça, en fait. Okay. Et donc, du coup, à travers ton téléphone, si tu as un WhatsApp de connecté, tu peux lui envoyer un message et lui dire, bon, voilà, je suis là. Est-ce que tu peux me livrer une planche, etc. Il fait ça et en plus c'est un des gars qui fait ça, des loueurs qui fait ça, un des moins chers du marché dans le Pays Basque. Donc je trouvais que le service était génial et en plus l'histoire l'histoire du fondateur est assez géniale aussi. Il a monté ce business parce que pareil, changement de vie à la trentaine aussi, il a voulu après une carrière chez Safran faire autre chose et juste ouvrir son quiver pour rendre le surf et les sports nautiques accessibles au grand public à moindre coût. Donc voilà, ça c'est tout du storytelling, en fait, des éléments différenciateurs importants sur lesquels on peut s'appuyer pour une stratégie éditoriale. Là, je t'ai décrit vraiment le petit business, mais je travaille aussi avec des très gros business, comme par exemple une solution leader internationale en cybersécurité, par exemple. Oui. Et pour eux, non mais je vais pas la citer là du coup. On la citera pas, mais je pense que vous l'avez déjà tous vu un peu de partout cette marque. Mais bon. Peut-être, c'est possible. Et pour eux, clairement, l'interface, l'application est nettement, complètement user-friendly. Elle est très simple à utiliser. Le nombre de serveurs est compétitivement pas très supérieur, mais supérieur à ses concurrents. Et en termes de support technique, ça fait partie des meilleurs en termes de réactivité et en termes de service et de disponibilité. Et donc tout ça, c'est des éléments qui font que tu te différencies de ta concurrence, que tu te discernes tu te distingues forcément mieux que les autres. Et c'est des éléments que moi, en passant du temps avec mes clients, j'arrive à discerner donc, et je capitalise là-dessus pour créer des contenus qui vont tout le temps prendre ces messages-là en ligne directrice. Et les mettre en avant. Voilà, de les mettre en avant à travers un positionnement. Mais ça veut pas dire que je vais rédiger forcément des contenus promotionnels, parce que pour un client, tu peux aussi donc établir des territoires d'expression, des secteurs qui sont liés à ton activité de près ou de loin. Quand tu es une marque de bijoux par exemple et que tu fais du handmade, tu peux facilement parler de l'artisanat, et ça c'est de façon assez générale, et mettre en avant d'autres artisans, et c'est des idées extrêmement riches à explorer et qui en plus met en avant des gens qui te ressemblent, qui ressemblent à ton business, et de façon organique va fidéliser les gens qui ont envie de travailler avec toi et éloigner ceux qui sont à l'inverse plutôt éloignés de tes valeurs en fait et de ton positionnement. Donc on va déjà, tu vois, on pose déjà ce socle là pour dire qu'est-ce qu'on va dire, comment on va le dire, et sur quoi on peut créer des contenus créatifs, etc. Ouais. Et après, là, on s'attaque sur des points beaucoup plus concrets, comme créer un site structuré avec un bon cocon sémantique, pardon. Et le cocon sémantique, c'est techniquement ce qui va s'appuyer sur du maillage interne. Quand tu as un site internet et que le robot Google va comprendre que ta page principale, c'est ta homepage, mais elle va ensuite rediriger vers d'autres pages de ton site. Ça, c'est des techniques de maillage interne sur lesquelles il faut s'appuyer techniquement pour mettre en avant tes contenus et faire que le temps que tu as passé et que tu as investi
dans la création de contenu, elle va aussi être valorisée et reconnue par les robots Google, en fait. Donc, j'ajouterais même quelque chose pour ceux qui nous écoutent. Quand on parle de faire un cocon sémantique, pour faire encore plus simple que ça, c'est un peu comme si vous étiez sur votre ordinateur et que vous deviez classer différents documents par catégorie ou par, on va dire, par thème ou par... pas d'autres exemples, mais voilà, de manière générale, c'est ça. Et ensuite, on va descendre. Quand tu es sur ton drive, moi qui gère une agence, j'ai forcément un dossier ressources humaines. Dans ce fichier-là, j'ai un dossier paye. Dans ce fichier-là, j'ai le dossier paye de chacun, etc., etc. Et ton site, ça doit être la même logique, la même architecture. Et donc, j'aide mes clients à faire ça aussi. Et après, un autre point très intéressant pour faire de la bonne création de contenu, il s'agit de se mettre à la place de ta cible, de tes prospects, et donc se plonger dans ces personas-là pour comprendre les usages et les anticiper. Et tu peux utiliser différentes techniques, mais tu peux donc créer des pages de contenu. Je sais pas moi, si tu es coach en développement personnel, tu peux tout simplement créer une contenu qui peut répondre à la question comment surmonter, comment anticiper un changement de vie, par exemple. Tu vois. Et là, tu crées une page de contenu de façon technique qu'il faut viser à peu près, je dirais qu'il faut viser à peu près les 1000 mots, voilà, minimum, par exemple. Et voilà, tu as tout un tas de guidelines, comme ça, de consignes de rédaction pour créer ces pages de contenu. Donc, c'est aussi bien un exercice psychologique de se plonger dans les usages de sa cible et de ses prospects et de son audience et de ses utilisateurs, les gens qu'on a envie d'attirer, quoi. Donc, c'est aussi bien un prisme psychologique qu'un prisme technique avec une connaissance technique du SEO à travers, par exemple, des indicateurs que je vous ai présentés comme le volume de mots, des titres à respecter, des images à taguer, etc., etc. Et à la suite de ça, pour clôturer cet exercice et donc répondre à ta question ambitieuse de synthétiser mon travail que je propose à mes clients, je dirais que j'apporte en dernier lieu, sur la dernière brique, je fais de la veille et de la tendance pour anticiper les besoins de demain, les sujets chauds de demain, répondre aux questions récurrentes sur les sujets. Et ce qui va donc permettre de créer du contenu qui sera légitime à être référencé par Google parce qu'il est utile pour l'audience, pour les utilisateurs d'Internet, les utilisateurs de Google et donc les visiteurs de ton site. Est-ce que... Je sais pas. Non, vas-y, aucun problème. Au contraire, c'est super bon. Au niveau de Google, la récurrence, de façon très, très courte, est-ce que la récurrence joue aussi un rôle ou pas sur un site internet? Il y a plusieurs personnes qui s'accordent à dire oui, d'autres non. Moi, j'aimerais avoir un avis, sans forcément qu'il soit tranché, sur ce que tout le monde dit. Est-ce que toi, tu en penses par rapport à ça? La récurrence sous quel angle, en fait? J'aimerais bien... Alors, la récurrence sous la façon de poster des articles. 1 par semaine, 2 par semaine. Tu vois? Oui, forcément. Forcément, mais là il n'y a pas de vérité absolue. Ouais, voilà. Ouais, il y a pas de vérité absolue, mais forcément c'est un levier qui va influencer potentiellement, dans le bon comme dans le mauvais sens, la position de ton site. Mais là il y a une réponse déjà par secteur d'activité, il y a une réponse par niveau de difficulté concurrentielle, il y a une réponse par contenu existant sur la niche dans laquelle tu veux te positionner. Donc oui, forcément, ça a une influence. Mais ce que je dirais, c'est qu'il faut en effet veiller à actualiser de temps à autre quand même tes contenus. Et il faut publier assez régulièrement. Je dirais pas se mettre à un rythme effréné, c'est-à-dire que tu ne peux pas remplir. Il vaut mieux que tu publies 3 articles par trimestre que 3 articles en une semaine et puis qu'après tu n'en publies plus. Ok.
Et tout ça pour la simple et bonne raison assez logique qu'on s'accorde à dire, nous, les créateurs de contenu, c'est qu'on peut pas vraiment prévoir quel type de contenu va cartonner sur ton site. En fait, tu vois, quel type d'article va cartonner, on sait pas trop. On sait pas trop le prévoir, on sait pas trop l'anticiper. Et en fait, sur une courbe classique de création de contenu, si par exemple je devais prendre l'ensemble de tes sites, si je devais prendre l'ensemble de tes articles et les mettre sur une courbe comme ça, en fait, elle serait pas homogène. Il n'y aurait pas, genre, par exemple, pour l'ensemble des articles, ça tourne autour des 50 000 visites. J'en sais rien, je te dis n'importe quoi. Mais c'est plutôt tous les 15-20 articles, t'en as un qui va cartonner, en fait. Oui. Alors, je peux compléter ? Oui, bien sûr. Vas-y, je t'en prie. Sur le site que je possède, du coup, No Limit, j'ai vu ce phénomène. Et ce qui est absolument fantastique, c'est que on poste des articles qui sont pas récurrents ni réguliers, mais disons, on poste des articles, pour faire très simple. Et ce phénomène de 1 à 10 articles, on l'a vu. Et quand Google vous met en avant, que vous apparaissez, pour le coup, tout à l'heure, on en parlait, en top position, je peux vous assurer que vous voyez le résultat. Vous vous retrouvez avec 1000 visiteurs jour, vous n'avez pas compris d'où ils viennent, vous passez de 0 à 1000 visiteurs jour, et je peux vous dire que vous sentez la différence. Mais du coup, voilà, c'était pour compléter. Merci, c'est tout à fait pertinent et exactement. Et du coup, pour répondre et revenir à ta question, pourquoi je vous parle de cette courbe, c'est que sans récurrence, sans test, sans le fait de lisser ses efforts sur une année, en faisant abstraction des potentiels influenceurs de saisonnalité, etc. On peut pas se rendre compte, on peut pas tester. Sans récurrence, sans régularité, sans investissement sur le long terme, ça ne peut pas marcher. Donc, pour répondre à ta question de façon assez logique et en faisant preuve de bon sens, même si je n'ai pas les clés de Google, oui. La récurrence, forcément, si on investit sur un travail où on est intéressé par le processus déjà, parce que c'est un processus qui a une part entière en fait, qui demande un réel investissement en temps, quoi, en fait, et en termes d'état d'esprit pour créer des contenus de qualité. Sans cet investissement et sans se dire que les résultats, on va pas les avoir tout de suite, ça peut pas vraiment marcher. Donc du coup, je dirais que oui, il faut forcément un petit peu miser sur la récurrence. Ok. C'est pour avancer au niveau de l'exploitation du SEO vocal et de YouTube. Est-ce que tu as déjà entendu certainement parler des timestamps, donc qu'on peut mettre maintenant sur les vidéos? Est-ce que tu penses que c'est des leviers au niveau du SEO vocal et au niveau des timestamps? Est-ce que tu penses que c'est des leviers sur le SEO quand tu fais des vidéos YouTube ou que tu penses aussi ton contenu pour le vocal? Complètement. Okay. Mais je dirais que le vocal et le timestamp sont pas forcément imbriqués. Ça peut être indépendant. Ça peut très bien fonctionner ensemble, en effet. Mais c'est pas forcément, ça travaille pas forcément ensemble obligatoirement. Donc ça peut être, on peut par exemple pour un de mes clients, je peux travailler sur du vocal et pas avoir vraiment de sens à travailler sur du timestamp si il a pas vocation de créer des contenus visuels, par exemple. Tu vois. En revanche, si toi, tu as envie de faire des contenus vidéo et que ta cible est sensible à ces contenus-là, en effet, il faut les travailler. Et là, pareil que pour un contenu écrit, tu as une liste comme ça de différents points à respecter, comme le fait de titrer ses vidéos, le fait de... ça prend du temps. Ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Tout ça, ça prend du temps. C'est de la technique, etc. Mais ça existe et tu peux le faire. Et après... La recherche vocale, par contre, c'est un autre sujet qui moi j'ai l'intuition que ça va vraiment faire partie des usages de demain. Tout simplement parce que par exemple quand je fais des interviews comme ça avec toi, je peux utiliser un mot sans faire exprès. Il y a mon Siri qui se déclenche. Le mien, il l'a déjà fait 2 fois pour l'info sur l'interview. D'accord. Donc tout ça. Déjà, tu as le prisme, enfin le paramètre technique qui fait que la technologie est de plus en plus bonne et que la recherche vocale
est tout simplement de plus en plus intuitive, de plus en plus accessible. Donc forcément, ça va changer les usages de demain. Et là, il faut vraiment, moi, c'est ce que je fais avec mes clients, c'est le chantier de cette année pour la majorité de mes clients, c'est qu'on va travailler sur comment adapter. Parce que il s'agit pas de revoir, je tiens à rassurer tout le monde, hein, le SEO vocal, il faut pas tout reprendre à zéro, pas comme quand le SEO est apparu, où vraiment il y avait vraiment énormément de travail, il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. Non, il s'agit juste d'une adaptation pour rendre l'ensemble des contenus retrouvables par des assistants vocaux. Et au final, quand on a déjà à la base une bonne constitution SEO, c'est pas une grosse adaptation que ça demande non plus, quoi. Mais il faut obligatoirement le faire, et je vais vous donner quelques chiffres comme ça pour vraiment vous faire comprendre que c'est le chantier de demain en termes de SEO. Vas-y. Il y a 50% des utilisateurs qui utilisent la recherche vocale aujourd'hui. 65% des 25-49 ans parlent à leurs assistants vocaux quotidiennement. Ok. Il y a presque 55% des gens qui le font en conduisant pour chercher une station à un service, etc., ou n'importe quel autre besoin. Wow. Et les aides et autres générations à venir seront encore plus friands et encore plus utilisateurs. Ce sera encore plus ancré dans leur habitude de faire de la recherche vocale, en fait. Ok. J'ai noté les chiffres, ils sont notés dans le marbre, même si c'est du papier, on a compris. D'accord. Si ça t'intéresse, je te donnerai les sources. Je les ai pas là en tête, mais. Moi je prends tout. Je prends tout ce qu'il y a. C'est bon, après tu vois, c'est PwC, enfin c'est des gros instituts de sondage, etc. Oui, je connais bien. C'est des chiffres sérieux, mais je sais plus qui appartient à quoi. Okay. Mais en l'occurrence, oui, c'est le gros chantier de cette année, quoi, en SEO. D'accord. Au niveau alors, je sais que c'était compliqué la première question par rapport à ça, mais là, il va me falloir être extrêmement synthétique. Peut-être juste me parler en mots. 5 étapes pour qu'une personne qui a un problème avec son site au niveau du trafic et qui a du contenu, en 5 étapes, comment il peut, si on devait vraiment dédramatiser tout ça de manière générale, comment en 5 étapes il peut arriver à obtenir un petit peu plus de trafic grâce au SEO. En 5 étapes et court. Ok. Bon exercice. Alors déjà, de façon pragmatique, j'irai voir ce qui se passe sur son analytics. En gros, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a un taux de rebond fort? Est-ce que son site il intéresse? Est-ce qu'il est d'où vient son audience, etc. Pour comprendre la source du problème. Ok. Je m'interrogerai sur. Ouais, ça fait déjà un. Ok, ça fait un. Ensuite, je m'interrogerai sur vraiment la corrélation entre les mots-clés qu'il y a sur son site et son service. En gros, est-ce qu'il y a suffisamment de mots-clés? Tu vois, en gros, est-ce qu'il y a suffisamment de mots-clés? Est-ce que les mots-clés qu'il a insérés sur son site sont les mots-clés qui sont les plus recherchés et qui sont générateurs de trafic? Et du coup, est-ce que son site a une légitimité à se positionner sur ces mots-là? Ou est-ce qu'il n'y en a pas d'autres à aller chercher? Donc ça fait peut-être 2. moins compétitif, voilà. Deuxième, voilà, ça peut être moins compétitif. En termes de contenu, là, on ferait un audit de contenu pour savoir est-ce que les choses sont bien présentées, etc. Présenter, juste pour. Oui, présenter. Enfin, est-ce que les messages sont bien présentés? Est-ce que les messages sont bien dits? Est-ce que les contenus sont suffisants pour engager sa communauté et sa cible, en gros. Et après, l'autre point, c'est que je ferai un audit SEO technique hyper poussé. On est à 4e là. Ouais, je sais. Mais du coup, dans ça, je suis obligée de parler de plusieurs choses, mais des redirections, des balises, son sitemap, est-ce qu'il est propre, ses balises titres, voilà. Toutes ces la vitesse de chargement, tous ces indicateurs techniques qui nous font comprendre est-ce que le site il est bon pour Google. Et je mettrai tout ça en perspective avec son business et du coup qu'est-ce que ça veut dire qu'il soit pas bon d'un point de vue SEO? Est-ce que ça veut dire qu'il génère
je sais pas moi, 10% d'un marché hyper concurrentiel qui comprend des millions et des millions de visites, ou est-ce qu'il génère 50% d'un tout petit business et là on peut pas espérer plus parce que c'est niche et qu'il n'y a pas plus de trafic à aller chercher, quoi. Enfin voilà, je le mettrai en perspective aussi en prenant une prise de hauteur. Donc en 5, ça serait faire une prise de recul de l'intégralité des informations qu'on a collectées jusque-là. Et après, on va dire étape bonus, une fois qu'on a tout fait, une fois qu'on a réalisé toute cette introspection sur le site internet, avec toutes les informations et les données collectées. En 6, on passe à l'action, même si c'est un plan en 5 étapes. En 6, on reprend le contenu, on le catégorise, on refait des titres, on réactualise le contenu, on ajoute des images, pourquoi pas des vidéos. Exactement. Ok. Et on en crée. Et on en crée, pardon. Et on en crée pour animer sa communauté, pour présenter ses services, présenter son produit, présenter sa marque, instaurer, etc. Ok. Est-ce que tu as une anecdote, bonne ou mauvaise, en SEO? C'est-à-dire que, est-ce que tu as eu déjà des entreprises avec lesquelles tu as travaillé où c'était un petit peu olé, tu vois? Ou est-ce que, par exemple, je sais pas, il y a une expérience qui t'a marqué dans ce domaine? Oui, en fait, il y a un client que j'aime beaucoup, qui est une agence matrimoniale, pour laquelle je travaille, en fait. Et en gros, qui souffre d'une assez mauvaise image de marque parce que la fondatrice est russe. Et en fait, elle s'est installée en France parce qu'elle est tombée amoureuse d'un Français et ils sont toujours ensemble. Ah, donc, l'amour. Voilà, l'amour. Et en fait, grâce à ça, elle s'est installée en France et elle a monté son agence matrimoniale. Et en gros, par rapport à cette histoire, il est vrai qu'elle a un réseau franco-russe, en fait. Et donc, du coup, il arrive qu'il y ait beaucoup de mariages mixtes franco-russe. Et donc, en fait, c'est beaucoup assimilé à certaines émissions de télé-réalité, enfin, de reportage, etc., où on dépeint une assez mauvaise image de ces histoires-là, alors que c'est vraiment assez éloigné de ce qui se passe dans la réalité. Et du coup, avec ce client-là, je travaille sur des sujets comme l'amour, comme la relation entre les hommes et les femmes. La psychologie, peut-être aussi. Ouais, c'est très psychologique en fait. Et donc, avec mon équipe, on crée des contenus dans ce sens-là, et on a vraiment une approche hyper holistique sur parfois si on trouve pas l'amour, est-ce qu'on recherche vraiment, est-ce qu'on est vraiment prêt, pourquoi est-ce qu'on a peur de l'engagement. Et donc quand j'étais juste petit retour en arrière, quand j'étais consultante spécialisée e-commerce pendant 10 ans auprès de diverses SS2I et ESN parisiennes, j'étais à des années-lumière que j'allais un jour changer de cap complètement, devenir entrepreneur, etc., et monter mon agence pour décortiquer, entre autres, ce genre d'événement. Voilà, ce genre de sujet. Et c'est ce qui fait que mon métier me passionne, en fait. Okay. Parce que quand tu vises la qualité et que tu te rends compte que tu ne cesseras jamais d'apprendre, quand tu vises le plus haut niveau de qualité, c'est une infinité de pistes à explorer. Donc, il faut être pragmatique et être aussi orienté résultat. Donc, à un moment donné, il faut sortir des trucs, quoi. Mais quand tu vises la qualité comme ça, forcément, t'es obligé d'être passionné, en fait. Ouais, donc, okay. C'est l'anecdote que je voulais te raconter. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'ai été transporté, là, sur l'idée de la psychologie et tout. Ouais. Ouais, écoute... Merci, je suis contente que ça t'ait... Ah, mais parce que ça... Enfin, je sais pas si tu connais, t'as des vidéos, par exemple, d'Alexandre Cormon, qui est un coach en séduction. En gros, à chaque fois que t'es dans une période un peu difficile ou quoi que ce soit dans ta vie sentimentale et amoureuse, tu tapes comment faire ci quand madame fait ça, comment nanana. Et à chaque fois, Alexandre, il a cette spécificité, c'est qu'il est à chaque fois en résultat de recherche, parce que toutes ces vidéos, je sais pas qui bosse en SEO dans sa chaîne, mais en tout cas, à chaque fois, c'est lui qui est en top position ou l'un de ses sites affiliés. Enfin bref. D'accord. Quels sont tes sites ou applications favorites
pour les réseaux sociaux, ta vie professionnelle ou ta vie personnelle, et qui t'aide dans ton métier. Par exemple, pour trouver des mots-clés ou pour gérer ton temps ou ta productivité. Alors, je vais essayer d'être. Je vais avoir du mal à choisir, mais vraiment, je vais essayer de vous décrire. Bon, pour tout le SEO, j'utilise le package, assez classique, mais du coup, qui va peut-être parler que aux experts SEO. J'utilise Ahref, Keywords Tool.io, Majestic, SEMrush. Je les ai tous, Moz, etc. Donc j'utilise tout ça, et quand j'offre quand je propose des audits poussés à mes clients, je mets tout ça dans une tambouille, je mets tout en exergue. Donc voilà, ça c'est très SEO. Donc là, ça va être vraiment ça va être vraiment lié à mon métier de SEO, quoi. Mais après, en termes pour le reste, pour la vie pro, ce que j'utilise énormément, c'est Spotify. J'écoute énormément de podcasts en fait, et j'ai des pauses. Là, ça fait un moment que j'ai pas trop le temps en ce moment parce que j'ai beaucoup de rendez-vous, etc. Mais sinon, en fait, je fais de la musique en parallèle. C'est une de mes autres passions dans la vie. Okay. Et du coup, mon prof de musique m'a demandé d'arrêter d'écouter de la musique en travaillant, etc. Parce qu'en fait, tu habitues ton oreille à plus écouter avec attention. Et donc, du coup, tu passes à côté de certains détails. Et donc, du coup, ce que je fais... C'est vrai, ouais, c'est vrai. Vraiment, pour la musique, moi, il m'a demandé d'arrêter de le faire. Donc, et en fait, en écoutant tout le temps de la musique, je la banalise, en fait. Et là, c'est plus très bon. C'est la pire des choses parce que tu l'apprécies plus. Exactement. Et puis, t'es plus concentré sur les sons que tu dois entendre en étant musicien, en fait. Et du coup, c'est très mauvais. Et bon, il m'a engueulé là-dessus. Mais bon, bref, voilà. Du coup, j'ai travaillé sur ça et j'ai arrêté d'écouter de la musique en travaillant. Et à l'inverse, quand je cuisine, quand je me douche ou que je fais d'autres choses, je fais du sport, etc. Et tu chantes sous la douche. Comment ? Et tu chantes aussi sous la douche, c'est ça ? Oui, je chante aussi sous la douche. Mais ça va pas trop intéresser tes auditeurs. Non, donc, du coup, c'est clair. Mais j'écoute beaucoup de podcasts et ça m'a toujours donné énormément d'idées, que ce soit pour mes clients, pour la gestion de ma boîte, pour la gestion de mes ressources, des gens avec qui je travaille, les relations sociales, etc. Et voilà, Spotify, j'écoute énormément. Ok. T'en as une autre que tu utilises ou que tu veux présenter, je sais pas, comme tu veux. Si t'en as d'autres, tant mieux. Sinon, je peux passer à autre chose. Ça va être plutôt le package classique, vu que j'utilise, je sais pas, une cinquantaine d'outils par jour, tu vois. J'utilise toute la suite Google, j'utilise YouTube, j'utilise Instagram, j'utilise LinkedIn, j'utilise tous, quoi. Okay. Et là, j'ai pas forcément de préférence, mais à la limite, et grâce à toi, d'ailleurs, je peux parler de Clubhouse, que j'ai commencé à utiliser. Ah, mais oui, c'est vrai, je savais. Oui, je suis con, j'ai oublié, ouais. Ouais, parce que tu m'as, grâce à toi, j'ai été acceptée dans le club. Je me sentais trop VIP et tout ça. Bon, c'est bien fait, hein. C'est bien fait. Ouais, c'est bien fait. C'est bien fait. Et du coup, j'ai écrit un article là-dessus en ce moment, d'ailleurs. Je suis en train de décortiquer la stratégie marketing de Clubhouse pour savoir si, juste pour parenthèse, c'est une application dont tout le monde parle, qui a été conçue par deux pontes de la Silicon Valley, qui est un concentré de chaînes et de salons de discussion ultra élitiste, et ce qui fait que tout le monde a envie d'avoir Clubhouse et de faire partie du truc. Et du coup, je suis en train de décortiquer d'une part la stratégie marketing de Clubhouse, mais aussi le niveau de collecte de données auquel ils font appel pour l'application. Voilà. Donc j'expérimente ça en ce moment. Ok. Je serais bien allé sur le sujet Clubhouse, mais je sais qu'on va aller encore trop loin, donc je suis obligé de nous ramener. Ouais, non, mais c'est tellement. On en reparlera un autre jour si tu veux, quand j'aurai fini l'article. Moi, ça me va. Et à quoi correspond. Alors non, avant ça, pardon, tes recommandations dans le secteur du SEO. T'as des personnes que tu suis pour être tout le temps à la jour sur les dernières informations à suivre ou ce genre de choses? Je vais être une mauvaise élève là, désolée. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise élève ici. Hein. Pas forcément de nom, mais en revanche, en termes de contenu, vraiment sur le prisme contenu,
Ouais, c'est Il vrai. y a énormément de gens que je suis, dont un ami qui s'appelle Benjamin, et qui a lancé une newsletter sur la création de contenu, justement, qui s'appelle Plume with Attitude. Donc, c'est de la création de contenu très orientée rédaction, qui est un ami proche, donc, et j'adore son contenu parce qu'il a interviewé le directeur, le rédac en chef de Philosophie Magazine, par exemple. Il a interviewé énormément de gens comme ça, des outsiders, des gens très petits, d'autres, d'autres beaucoup plus visibles, et voilà, il discute avec plein de gens différents, et vraiment sous le prisme des mots et de la création de contenu de qualité, et il va s'interroger sur tout, sur le féminisme, sur qu'est-ce qui fait qu'on crée, qu'est-ce qui nous rend qu'est-ce qui ferait qu'on est créatif, à quoi va ressembler le futur. Il se pose vraiment des questions existentielles et il essaie de rendre ça simple à comprendre, et il va aller chercher les gens pour les écouter là-dessus. Donc si j'ai un contenu à recommander, ce serait lui, ouais. Une newsletter gratuite à laquelle il faut s'abonner, et qui a un contenu de qualité irréprochable presque, vu que c'est gratuit, quoi, en l'occurrence. Et même quand c'est payant, de toute façon, j'étais aussi abonné à sa newsletter payante, et c'est très bien, voilà. Le contenu par newsletter, de toute façon, c'est l'un des seuls moyens maintenant aujourd'hui pour garder un contact avec ses utilisateurs, parce que si tu es sur Facebook, tu peux être banni, Instagram, tu peux être banni, Telegram, j'ai eu la petite surprise que tu peux être banni aussi. Je savais pas. Mais sur un petit temps, en fait. Pas banni définitivement de l'application. D'accord. Du moins pour le moment. Mais sur Telegram, par exemple, sur le canal que j'ai à côté, tu vois, tu peux être banni pendant quelques minutes, voire quelques semaines ou jours. Un peu comme si tu allais en prison. Sauf que une fois que tu as fait ta peine, en gros, ils te remettent à dispo sur le marché. Moi, c'était 45 minutes, alors que c'était même pas moi le responsable. Mais bref, je vais avancer, pardon. D'accord, écoute, je savais pas. Mais en effet, tu as raison, la newsletter, c'est très niche. C'est très niche, mais si les gens t'aiment, en gros, si les gens aiment ton contenu, ils te suivront et ils te liront, quoi. Ouais, donc, c'est sûr. Moi, j'ai pas le temps, mais j'aimerais bien. Ouais. Qu'est-ce que le web t'a apporté que tu ne pouvais pas avoir ailleurs? Alors là, ça va être très inspirationnel. Désolée si c'est un peu abstrait pour vous, les auditeurs. Mais en gros, pour moi, le web, c'est un tremplin merveilleux pour se rendre compte qu'en fait, il y a des personnes merveilleuses partout, et qu'en gros, toutes les ressources, elles sont en nous, et moi, j'adore ces anonymes qui buzzent du jour au lendemain parce qu'ils ont un talent très spécifique, et grâce au web, ils peuvent être reconnus par le monde entier, et ça, je pense que c'est cette capacité à supprimer les frontières et à se rapprocher des uns des autres, le fait de pouvoir faire tomber des régimes politiques, je sais pas, ça va apporter tout le spectre. Ouais, au-delà du business qu'on peut en faire, je pense que la vision qu'il faut avoir du web, c'est que qu'est-ce que ça nous rapproche, et qu'est-ce que ça nous donne confiance en nous aussi. Moi, j'aurais pas appris la musique comme je l'ai appris aujourd'hui sans le web, quoi. Vraiment. Et le surf. Et le surf aussi. J'irais pas surfer à des vagues paradisiaques sans avoir vu toutes ces vidéos. Tout ça, il y a tellement de choses que ça m'a apporté. En plus de toute la connaissance que je perfectionne au quotidien dans mon métier. Ouais, bah oui, tu es obligé de compiler savamment, et ça doit faire ça doit faire mal, hein, vu tout ce qu'il y a. Ça s'arrête jamais, mais c'est ça qui fait que c'est passionnant aussi. Bon, tac, ok. J'hésite à te poser une autre question, mais je pense que je vais passer à la question secrète. Donc, pour rappel, la question secrète pour ceux qui nous écoutent et pour toi, la question secrète, c'est une question qui est soit déconnectée complètement de ton cœur d'activité ou est intimement liée. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, pas forcément besoin de poser des questions derrière. Ici, on cherche juste à voir un peu quelle est ta façon d'appréhender une situation, comme tu le ferais peut-être pas dans la vie de tous les jours, mais voilà. Donc, tu as le temps que tu veux pour répondre. Au montage, de toute façon,
Ce sera très bien mis en forme pour que ça soit quasiment instantané. Donc, pas d'inquiétude. T'as le temps que tu veux. D'accord. Et puis, tu me dis quand t'es prête. Bah, je suis parfaitement prête. Très bien. Eh ben, écoute, la question d'aujourd'hui, je vais y arriver. Tu vas absolument me haïr, mais c'est pas grave. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Ok. Combien faudrait-il de bateaux pour remplir le lac Léman? Combien il faudrait de bateaux pour remplir le lac Léman? Combien il faudrait de bateaux pour remplir le lac Léman? Voilà, c'est tout. Il y a pas plus. Elle est trop marrante ta question, mais désolée, je suis obligée de te demander des bateaux de quelle taille en fait? Ah, je sais pas. Tu peux partir d'une idée, du style, bon, on va imaginer qu'un bateau, tu vois, faut vraiment, tu t'imagines que tu dois remplir le lac Léman avec des bateaux, tu expliques simplement comment tu le ferais, et puis voilà. Alors, je dois remplir le lac Léman avec des bateaux. Je prendrais des gros. Enfin, l'objectif, c'est juste de remplir le lac Léman. Voilà, c'est tout. C'est tout. Ok. Alors, moi, ce que je ferais un truc fun. Vas-y. Je ferais un truc fun, mais un peu utopiste, enfin un peu en mode c'est pas trop réalisable, tu vois, mais parce que j'ai une âme d'enfant. Je t'en prie. J'organiserai une grosse bataille navale géante et plutôt gentille avec tout le monde à son gilet de sauvetage et genre en mode avec des paintballs par exemple. Ouais. Et où on organiserait, on mettrait en place des règles évidemment, mais du coup tout le monde vient, tout le monde participe. Et du coup, grosse bataille navale géante et le gagnant remporte un gros prix. Et du coup, je remplirai comme ça le lac Léman de plein de navigateurs. Et dans la bonne humeur et dans la joie, on organiserait une bataille navale géante et du coup, un gros prix à gagner. Et là, je remplis le lac Léman de bateaux. C'est dommage qu'il n'y ait pas de vagues, hein. Pourrait faire du surf. C'est dommage qu'il n'y ait pas de vagues, ouais, parce que là, je serais la première à l'eau. Non, mais si je dois organiser ça, je serais à l'eau aussi, hein. Mais moi, je te suis. Enfin, il n'y a aucun problème là-dessus. Je pense même que je suis à la tête d'un bateau avec des canons à fleurs ou des trucs comme ça, tu vois. Il n'y a aucun souci. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Écoute, pour conclure, où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut faire appel à toi si on veut faire appel à toi? Est-ce que tu es présente sur les réseaux sociaux? Comment poursuivre ta route? Voilà. Alors, si on veut me poser des questions sur du SEO et sur la création de contenu, si on a des besoins, et moi je réponds à toutes les questions à ce niveau-là, c'est plutôt sur LinkedIn du coup. Okay. Mon nom de famille, il est très très long et très compliqué, donc du coup peut-être que tu le mettras dans la bio, mais dans le descriptif de l'émission, je m'appelle Julie Koum. Voilà, Julie Koum. On me retrouve assez facilement, K-H-O-U-M. Donc là, sur LinkedIn, je réponds à tout. Vraiment, à chaque fois j'ai d'ailleurs du mal à dire non. Mais dès qu'il y a une nouvelle problématique, je réponds à tout le monde, quoi, sur la question contenu et SEO. Après, si on se pose des questions sur le changement de vie et qu'est-ce qui a fait que j'ai quitté Paris pour voyager, monter ma boîte et vivre de ma passion, avec ma passion au centre de ma vie, là c'est plutôt sur Instagram que je vais répondre aux questions. Et je coach même des personnes avec qui j'ai des affinités parce que je me fais pas rémunérer là-dessus, mais c'est important pour moi de transmettre, tu vois, et de partager. Donc je coach souvent des femmes qui veulent changer de vie pour écrire, et donc dans ce cas-là Instagram c'est JLI KHM, voilà. Et après je lance une chaîne TikTok bientôt, donc je la relayerai ouais. Ça c'est bon à prendre aussi. Comment? Ça j'ai dit c'est bon à prendre aussi comme canal de diffusion. Ouais. Exactement. Donc, je lance une chaîne TikTok sur l'UX Writing, qui est un peu la discipline, un peu fraîche de la rédaction et de la création de contenu. Donc, aujourd'hui, c'est comment dire les messages les plus importants avec le moins de mots possible et le faire faire en sorte que ce soit intuitif et facile à comprendre, en fait.
pour les lecteurs. Et ça, en fait, ça fait un beau clin d'œil, à un écrivain qui s'appelle Blaise Pascal et qui disait, d'un point de vue littéraire, si j'avais eu plus de temps, je vous aurais écrit une lettre plus courte. Parce qu'en fait, l'essence d'un bon écrivain, c'est pas d'aligner des mots inutilement, c'est d'aligner que des mots pertinents, que des mots utiles. Et s'il y a 2 mots qui veulent dire une seule et même idée, eh ben, ça veut dire qu'il faut en supprimer un. Et ça, c'est un vrai exercice, en fait. C'est le vrai exercice de l'écrivain et c'est le vrai exercice du créateur de contenu, du rédacteur, etc. C'est parfait pour finir là-dessus, en vrai. Je sais pas si tu as autre chose à rajouter, mais c'est parfait, là. Pour la fin, on est bien. Non, j'ai pas grand chose à ajouter. Je suis contente que ça te plaise, du coup, vraiment ravie. Et ben, en tout cas, c'était un plaisir encore une fois de t'avoir sur le podcast, Julie. Merci beaucoup. Un plaisir très, très partagé. Et ben, tout pareil. Et puis, je te remercie et je te dis à très bientôt, pour un nouveau podcast. Merci, à très bientôt. Au revoir, Anthony. Salut. J'espère que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et une note depuis la plateforme où vous nous écoutez. Aussi, j'ai récemment créé un Telegram sur lequel vous pouvez recevoir des tonnes et des tonnes d'informations gratuites pour vous permettre d'évoluer avec vos projets grâce à Internet. Si vous souhaitez le rejoindre, vous vous rendez directement dans la description de cet épisode. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast.